Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez dans le chat? Est-ce que vous êtes là? Ça dit quoi les loulous? Ou alors je suis tout seul pour le moment. Mhm. Bon, je ne sais pas s'il y a du monde. Oui, on entend bien Monsieur Moustache. Merveilleux. Bonjour à toi, Rookie Rabbit. Ça fait plaisir. Eh bien, c'est parti. Déjà, merci à celles et ceux qui étaient là la dernière fois. Merci à celles et ceux qui sont là aujourd'hui. Et je propose qu'on commence tout de suite. Euh, En préambule, petit rappel du déroulement de la séance. Je vais commencer par faire un léger, un court résumé de nos échanges de la fois précédente, enfin de ce qu'on a lu. Ensuite, je passerai à la lecture, que j'agrémenterai de petits commentaires que j'espère à peu près pertinents. Et enfin, on passera au vocal que vous pourrez rejoindre sur le serveur Discord. Serveur Discord dont l'adresse se trouve dans ma bio sur Twitch. Enfin, il y a un lien, voilà, vous cliquez sur le bouton Discord, ça vous redirige vers le serveur. Si vous voulez participer aux échanges vocaux, vous vous manifestez par écrit dans le salon accueil. Vous dites coucou, je veux participer. Et après, je vous ajoute au salon live Twitch que vous rejoignez. Et après, on discute de ce qu'on vient de lire. Voilà, voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Le son, ça va ou pas? Est-ce que le son, ça va? Genre, il n'y a pas d'interférence. Le son est nickel. Incroyable. Et c'est parti. C'est parti. Donc, double caractère du travail présenté par la marchandise. Mais d'abord, un petit récapitulatif. On avait vu deux concepts assez fondamentaux qui sont valeur d'échange et valeur d'usage. On part du constat qu'il y a des échanges. Par exemple, Steve échange un lingot de fer contre une miche de pain à Alex. Bon. Le problème, c'est qu'on ne peut échanger, par définition, que des équivalents. Or, qu'est-ce que le lingot de fer et la miche de pain ont qui font d'eux des équivalents? A priori, pas grand-chose. Si on les considère du point de vue de leur valeur d'usage, de leur propriété physique, de la capacité qu'ils ont à satisfaire des besoins humains concrets, on ne trouve rien de commun entre le lingot de fer et la miche de pain. On ne peut pas manger un lingot de fer, pas plus qu'on ne peut construire des pioches avec une miche de pain. Donc ils ne sont pas du tout équivalents du point de vue de la valeur d'usage. On a donc besoin d'un nouveau concept, qui est celui de la valeur d'échange. Et pour l'introduire, nous devons faire abstraction des propriétés sensibles du lingot de fer, de la miche de pain et de tout ce qui s'ensuit. Et en faisant cette abstraction, nous obtenons le concept de valeur d'échange. Et la question que pose Marx, c'est quelle est la substance de cette valeur d'échange? Qu'est-ce que ces deux marchandises-là ont de réellement commun? En vérité, pas grand-chose, à part un seul aspect, qui est d'être des produits du travail humain, tout simplement. Nous arrivons donc au concept de valeur d'échange, dont la substance est le travail humain et dont la mesure est la quantité de temps de travail. Voilà. Pendant le stream, on avait eu une petite question, une remarque. Quelqu'un avait dit oui, mais en général, quand on se demande quelle est la valeur d'une chose, on a plutôt tendance à se dire cette chose a beaucoup de valeur parce qu'elle est très rare. Ou inversement, elle a peu de valeur parce qu'elle est très commune.
Euh, Or, la rareté n'est pas une substance. La rareté est un attribut, si on veut, c'est une propriété. Euh, mais ça n'est pas oui, ça n'est pas une substance. Et la notion de valeur d'échange englobe en fait celle de rareté. Ce que Marx nous disait, c'est que par exemple, les diamants, qui se trouvent très rarement dans les couches supérieures de la couche terrestre, bah pour les atteindre, il faut creuser longtemps. Et donc on a besoin de beaucoup de travail. Et donc oui, leur rareté, très bien, mais leur rareté naturelle, en fait, on ne la ressent qu'à travers la médiation du travail. Voilà. Donc voilà, valeur d'usage, valeur d'échange. J'espère que c'est à peu près clair. Si ça ne l'est pas, c'est fort dommage. Et je vous invite à relire le passage de la dernière fois. Et donc petit récapitulatif, voilà. La marchandise, elle est à la fois valeur d'usage, en tant que donc objet d'utilité qui satisfait des besoins, et valeur d'échange en tant que produit du travail social, produit d'un travail en général. Et là, encore une fois, je ne vais pas prendre le temps de réexpliquer pourquoi on est obligé de parler de travail social, de travail en général. Vous pouvez aller voir le texte, à la limite, poser des questions quand on sera sur le vocal, mais là n'est pas la question. Et sans plus attendre, je passe à la lecture. Au premier abord, la marchandise nous est apparue comme quelque chose à double face, valeur d'usage et valeur d'échange. Ensuite, nous avons vu que tous les caractères qui distinguent le travail productif de valeur d'usage disparaissent dès qu'ils s'expriment dans la valeur proprement dite. J'ai, le premier, mis en relief ce double caractère du travail représenté dans la marchandise. Comme l'économie politique pivote autour de ce point, il nous faut ici entrer dans de plus amples détails. Prenons deux marchandises. Un habit, par exemple, et 10 mètres de toile. Admettons que la première est 2 fois la valeur de la seconde, de sorte que si 10 mètres de toile égale x, l'habit égale 2x. L'habit est une valeur d'usage qui satisfait un besoin particulier. Il provient d'un genre particulier d'activité productive, déterminé par son but, par son mode d'opération, son objet, ses moyens et son résultat. Le travail qui se manifeste dans l'utilité ou la valeur d'usage de son produit, nous le nommons tout simplement travail utile. À ce point de vue, il est toujours considéré par rapport à son rendement. De même que l'habit et la toile sont deux choses utiles différentes, de même le travail du tailleur, qui fait l'habit, se distingue de celui du tisserand, qui fait de la toile. Si ces objets n'étaient pas des valeurs d'usage de qualité diverses, et par conséquent des produits de travaux utiles de diverses qualités, ils ne pourraient se faire vis-à-vis comme marchandises. L'habit ne s'échange pas contre l'habit, une valeur d'usage contre la même valeur d'usage. À l'ensemble des valeurs d'usage de toutes sortes correspond un ensemble de travaux utiles également variés, distincts de genre, d'espèce, de famille, une division sociale du travail. Sans elle, pas de production de marchandises, bien que la production de marchandises ne soit point réciproquement indispensable à la division sociale du travail. Dans la vieille communauté indienne, le travail est socialement divisé sans que les produits deviennent pour cela marchandises. Ou, pour prendre un exemple plus familier, dans chaque fabrique, le travail est soumis à une division systématique. Mais cette division ne provient pas de ce que les travailleurs échangent réciproquement leurs produits individuels. Il n'y a que les produits de travaux privés et indépendants les uns des autres qui se présentent comme marchandises réciproquement échangeables. C'est donc entendu. La valeur d'usage de chaque marchandise recèle un travail utile spécial ou une activité productive qui répond à un but particulier. Des valeurs d'usage ne peuvent se faire face comme marchandises que si elles contiennent des travaux utiles de qualité différente. Dans une société dont les produits prennent en général la forme marchandise, c'est-à-dire dans une société où tout producteur doit être marchand, la différence entre les genres divers des travaux utiles qui s'exécutent indépendamment les uns des autres pour le compte privé de producteurs libres se développe en un système fortement ramifié, en une division sociale du travail. Il est d'ailleurs fort indifférent à l'habit qu'il soit porté par le tailleur ou par ses pratiques. Dans les deux cas,
il sert de valeur d'usage. De même, le rapport entre l'habit et le travail qui le produit n'est pas le moins du monde changé parce que sa fabrication constitue une profession particulière et qu'il devient un anneau de la division sociale du travail. Dès que le besoin de se vêtir l'y a forcé, pendant des milliers d'années, l'homme s'est taillé des vêtements sans qu'un seul homme devînt pour cela un tailleur. Mais toile ou habit, n'importe quel élément de la richesse matérielle non fournie par la nature, a toujours dû son existence à un travail productif spécial, ayant pour but d'approprier des matières naturelles à des besoins humains. En tant qu'il produit des valeurs d'usage, qu'il est utile, le travail, indépendamment de toute forme de société, est la condition indispensable de l'existence de l'homme, une nécessité éternelle, le médiateur de la circulation matérielle entre la nature et l'homme. Les valeurs d'usage, toiles, habits, etc., c'est-à-dire les corps des marchandises, sont des combinaisons de deux éléments, matière et travail. Si l'on en soustrait la somme totale des divers travaux utiles qu'ils recèlent, il reste toujours un résidu matériel, un quelque chose fourni par la nature et qui ne doit rien à l'homme. L'homme ne peut point procéder autrement que la nature elle-même, c'est-à-dire il ne fait que changer la forme des matières. Bien plus, dans cette œuvre de simple transformation, il est encore constamment soutenu par des forces naturelles. Le travail n'est donc pas l'unique source des valeurs d'usage qu'il produit, de la richesse matérielle. Il en est le père et la terre, la mère, comme dit William Petty. Petite interlude avec les commentaires qui vont bien. Donc, je souligne juste cette idée que le travail est le médiateur des échanges entre la nature et l'homme, pour deux raisons. Déjà pour insister sur cette notion de médiation, qui est absolument décisive dans la pensée de Marx, en tant qu'elle s'inscrit dans le prolongement de la philosophie de Hegel. Je ne développerai pas plus là-dessus. Je pense qu'il pourrait être très intéressant de faire un ou plusieurs épisodes hors série sur la dialectique, sur la philosophie hegelienne, et en particulier la philosophie hegelienne telle que reprise par Marx. Ce qui demande des compétences que je n'estime pas avoir. Donc, on va voir comment on peut organiser ça. Je pense que ça serait très intéressant et que ça pourrait pas mal aider ceux qui découvrent un petit peu le marxisme aujourd'hui. Deuxième raison pour laquelle j'insiste sur cette idée que le travail est le médiateur, le moyen terme, le milieu, ce qui va entre la nature et l'homme, c'est pour souligner que Marx parle de nature dans les 20 premières pages du Capital. Et que donc, les gens qui vous disent qu'on ne peut pas trouver dans le marxisme la base pour une pensée des rapports entre l'homme et son environnement, suivez mon regard en direction des écolos, là, des escrologistes, ils peuvent aller se faire cuire un œuf. Donc, Marx introduit dans ce passage une notion qui est celle de division du travail. Bon, je suppose que l'idée est plutôt claire. Je voulais simplement souligner que, comme il est dit dans le texte, toute division du travail n'est pas fondée sur l'échange de marchandises. Par exemple, si on prend une entreprise lambda, Lingots de Fer Incorporated, dans cet exemple, nous avons Alex qui produit des miches de pain pour nourrir Steve qui va ensuite fabriquer des lingots de fer. Ils vont vendre ces lingots de fer et ils vont récolter ensemble le produit. Et ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'échange marchand entre Alex et Steve. Il y a une division du travail entre deux, il y a toute une chaîne de production qui s'organise, mais il n'y a pas il n'y a pas besoin de réciprocité marchande. Ils se partagent le processus de production d'ensemble et ils se partagent les bénéfices, on suppose. Ça, c'est l'organisation qu'on peut trouver dans n'importe quelle entreprise. Vous n'allez pas demander à votre collègue un service en échange d'un service systématiquement. D'accord ? Vous travaillez ensemble pour un processus de production dont le résultat est un produit fini qui après sera vendu, etc. Dans la société capitaliste, en revanche,
la division sociale du travail, c'est-à-dire la division du travail à l'échelle de la société dans son ensemble, repose bel et bien sur l'échange de marchandises entre producteurs privés et indépendants. Ce qui fait le lien en fait avec la remarque que Marx faisait sur les professions. En fait, dans la division sociale du travail, il y a une spécialisation des tâches. Et cette spécialisation des tâches, elle s'inscrit dans tout un réseau d'échanges marchands. Voilà. Bon. Il me semble que tout cela est plutôt clair. Le chat, ça vous va? Pas de... De toute façon, si vous avez des questions à poser maintenant, j'y répondrai pas tout de suite. Donc, ce sera plus tard. Mais si déjà vous avez des petits trucs qui vous viennent en tête, notez-les quelque part, on y reviendra. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc qui apparaît dans le chat. Cheapviewers on streamboo.com. Va te faire voir. Suivant. Laissons maintenant la marchandise en tant qu'objet d'utilité et revenons à sa valeur. D'après notre supposition, l'habit vaut 2 fois la toile. Ce n'est là cependant qu'une différence quantitative qui ne nous intéresse pas encore. Aussi observons-nous que si un habit est égal à 2 fois 10 mètres de toile, 20 mètres de toile sont égaux à un habit. En tant que valeur, l'habit et la toile sont des choses de même substance, des expressions objectives d'un travail identique. Mais la confection des habits et le tissage sont des travaux différents. Il y a cependant des états sociaux dans lesquels le même homme est tour à tour tailleur et tisserand, où par conséquent ces deux espèces de travaux sont de simples modifications du travail d'un même individu, au lieu d'être des fonctions fixes d'individus différents. De même que l'habit que notre tailleur fait aujourd'hui et le pantalon qu'il fera demain ne sont que des variations de son travail individuel. On voit encore au premier coup d'œil que dans notre société capitaliste, suivant la direction variable de la demande du travail, une proportion donnée de travail humain doit s'offrir tantôt sous la forme de confection de vêtements, tantôt sous celle de tissage. Quel que soit le frottement causé par ces mutations de forme du travail, elles s'exécutent quand même. En fin de compte, toute activité productive, abstraction faite de son caractère utile, est une dépense de force humaine. La confection des vêtements et le tissage, malgré leurs différences, sont tous deux une dépense productive du cerveau, des muscles, des nerfs, de la main de l'homme, et en ce sens, du travail humain au même titre. La force humaine de travail, dont le mouvement ne fait que changer de forme dans les diverses activités productives, doit assurément être plus ou moins développée pour pouvoir être dépensée sous telle ou telle forme. Mais la valeur des marchandises représente purement et simplement le travail de l'homme, une dépense de force humaine en général. Or, de même que dans la société civile, un général ou un banquier joue un grand rôle, tandis que l'homme pur et simple fait triste figure, de même en est-il du travail humain. C'est une dépense de la force simple que tout homme ordinaire, sans développement spécial, possède dans l'organisme de son corps. Le travail simple moyen change, il est vrai, de caractère dans différents pays et suivant les époques, mais il est toujours déterminé dans une société donnée. Le travail complexe, skilled labor, travail qualifié, n'est qu'une puissance du travail simple. Ou plutôt, n'est que le travail simple multiplié, de sorte qu'une quantité donnée de travail complexe correspond à une quantité plus grande de travail simple. L'expérience montre que cette réduction se fait constamment. Lors même qu'une marchandise est le produit du travail le plus complexe, sa valeur le ramène, dans une proportion quelconque, au produit d'un travail simple, dont elle ne représente par conséquent qu'une quantité déterminée. Les proportions diverses, suivant lesquelles différentes espèces de travail sont réduites au travail simple comme à leur unité de mesure, s'établissent dans la société à l'insu des producteurs, et leur paraissent des conventions traditionnelles. Il s'ensuit que, dans l'analyse de la valeur, on doit traiter chaque variété de force de travail comme une force de travail simple. Donc, simplement pour répéter ce qui vient d'être dit, d'abord je bois un verre d'eau. Le travail d'un ingénieur, d'un scientifique, de quelqu'un qui a fait des années d'études, ou même d'un ouvrier très qualifié qui a passé beaucoup de temps pour apprendre à maîtriser son métier,
C'est un travail qui est qualitativement différent du travail qui est capable d'accomplir l'homme, on va dire l'homme moyen à la seule force de son organisme sans aucune formation, aucun entraînement. Là, par exemple, on a notre scientifique, il est très très fort, il est capable de construire des trains, tandis que le pauvre Steve, il sait faire que des miches de pain. Bon. Si on s'en tient à l'aspect qualitatif du travail, au travail concret, l'un n'est pas réductible à l'autre. C'est pas parce que tu sais faire plein de miches de pain que tu sauras faire un train. Pourtant, dès qu'on se met à considérer la valeur d'échange, on voit qu'un train est bien égal à plein de miches de pain, puisqu'on peut les échanger l'un contre l'autre. On est dans l'équivalence. Donc, à travers l'échange marchand, on voit qu'il y a une réduction du travail complexe au travail simple. On peut l'aborder sous cet angle-là, donc de l'échange marchand. On peut aussi l'aborder sous l'angle de comment on fait du travail complexe. Avant d'être quelqu'un de qualifié, d'entraîné, diplômé et tutti quanti, on a tous été des individus sans qualification réelle. Pour acquérir notre qualification, on a dû travailler. On a travaillé pour apprendre, pour se former, etc. Ce qui veut dire que notre travail, qui est devenu complexe, à la base était un travail simple. Mettons qu'on ait travaillé 1000 heures pour se former, donc ces 1000 heures-là, ce seront du travail simple, et les heures de travail qu'on accomplira après, comme on aura reçu notre qualification, seront des heures de travail complexes. Voilà. Donc il y a une réduction dans l'échange marchand, mais on peut aussi faire une réduction en envisageant la question sous l'angle de la formation de la force de travail. Encore une fois, si c'est clair, tant mieux. Si c'est pas clair, notez vos questions pour la suite. De même, donc, que dans les valeurs toile et habit, la différence de leur valeur d'usage est éliminée, de même disparaît dans le travail que ces valeurs représentent la différence de ses formes utiles, taille de vêtements et tissage. De même que les valeurs d'usage toile et habit sont des combinaisons d'activités productives spéciales avec le fil et le drap, tandis que les valeurs de ces choses sont de pure cristallisation d'un travail identique. De même, les travaux fixés dans ces valeurs n'ont plus de rapport productif avec le fil et le drap, mais expriment simplement une dépense de la même force humaine. Le tissage et la taille forment la toile et l'habit, précisément parce qu'ils ont des qualités différentes. Mais ils n'en forment les valeurs que par leur qualité commune de travail humain. L'habit et la toile ne sont pas simplement des valeurs en général, mais des valeurs d'une grandeur déterminée. Et d'après notre supposition, l'habit vaut 2 fois autant que 10 mètres de toile. D'où vient cette différence ? De ce que la toile contient moitié moins de travail que l'habit, de sorte que pour la production de ce dernier, la force de travail doit être dépensée pendant le double du temps qu'exige la production de la première. Si donc, quant à la valeur d'usage, le travail contenu dans la marchandise ne vaut que qualitativement, par rapport à la grandeur de la valeur, A ne compte que quantitativement. Ça ne veut rien dire, excusez-moi. Là, il s'agit de savoir comment le travail se fait et ce qu'il produit. Ici, combien de temps il dure. Comme la grandeur de valeur d'une marchandise ne représente que le quantum de travail contenu en elle, il s'ensuit que toutes les marchandises, dans une certaine proportion, doivent être de valeurs égales. La force productive de tous les travaux utiles qu'exige la confection d'un habit reste-t-elle constante ? La quantité de la valeur des habits augmente avec leur nombre. Si un habit représente X journées de travail, 2 habits représentent 2X, et ainsi de suite. Mais admettons que la durée de travail nécessaire à la production d'un habit augmente ou diminue de moitié. Dans le premier cas,
Un habit a autant de valeur qu'en avait 2 auparavant. Dans le second, 2 habits n'ont pas plus de valeur que n'en avait précédemment un seul, bien que dans les 2 cas, l'habit rende après comme avant les mêmes services et que le travail utile dont il provient soit toujours de même qualité. Mais le quantum de travail dépensé dans sa production n'est pas resté le même. Une quantité plus considérable de valeur d'usage forme évidemment une plus grande richesse matérielle. Avec 2 habits, on peut habiller 2 hommes, avec un habit, on n'en peut habiller qu'un seul, et ainsi de suite. Cependant, à une masse croissante de la richesse matérielle peut correspondre un décroissement simultané de sa valeur. Ce mouvement contradictoire provient du double caractère du travail. L'efficacité, dans un temps donné, d'un travail utile dépend de sa force productive. Le travail utile devient donc une source plus ou moins abondante de produits en raison directe de l'accroissement ou de la diminution de sa force productive. Par contre, une variation de cette dernière force n'atteint jamais directement le travail représenté dans la valeur. Comme la force productive appartient au travail concret et utile, elle ne saurait plus toucher le travail dès qu'on fait abstraction de sa forme utile. Quelles que soient les variations de sa force productive, le même travail, fonctionnant durant le même temps, se fixe toujours dans la même valeur. Mais il fournit dans un temps déterminé plus de valeur d'usage si sa force productive augmente, moins si elle diminue. Tout changement dans la force productive qui augmente la fécondité du travail, et par conséquent la masse des valeurs d'usage livrées par lui, diminue la valeur de cette masse ainsi augmentée, s'il raccourcit le temps total de travail nécessaire à la production, et il en est de même inversement. Il résulte de ce qui précède que s'il n'y a pas à proprement parler 2 sortes de travail dans la marchandise, cependant, le même travail y est opposé à lui-même, suivant qu'on le rapporte à la valeur d'usage de la marchandise comme à son produit, ou à la valeur de cette marchandise comme à sa pure expression objective. Tout travail est d'un côté dépense, dans le sens physiologique, de force humaine, et à ce titre de travail humain égal, il forme la valeur des marchandises. De l'autre côté, tout travail est dépense de la force humaine sous telle ou telle forme productive, déterminée par un but particulier, et à ce titre de travail concret et utile. Il produit des valeurs d'usage ou utilité. De même que la marchandise doit avant tout être une utilité pour être une valeur, de même, le travail doit être avant tout utile pour être censé dépense de force humaine, travail humain, dans le sens abstrait du mot. Donc, Marx nous présente la notion de force productive du travail, que j'ai illustrée avec, d'un côté, une pioche en bois, très peu efficace, qui va se casser rapidement, de l'autre, une pioche en diamant, très rapide, qui dure longtemps. On peut prendre là l'exemple de l'outil, on peut parler de plein d'autres facteurs qui influencent la force productive du travail. Par exemple, je sais pas, tel jour, Steve il aura mal mangé, il minera moins vite et donc il pourra sortir moins de lingots de fer. Et inversement. Qu'est-ce que Marx nous dit ? Mettons que on a Steve qui travaille pendant 1 heure avec une pioche en bois, et dans un autre cas, Steve qui travaille toujours pendant 1 heure avec une pioche en diamant. Avec la pioche en bois, il sort 1 lingot de fer par heure. Avec la pioche en diamant, il en sort 5. On se rappelle que la valeur d'échange de la marchandise se mesure par le temps de travail. Donc, que ce soit avec la pioche en bois ou avec la pioche en diamant, Steve a produit la même valeur d'échange, mais pas du tout la même quantité de valeur d'usage, puisque dans un cas il a produit 1 lingot de fer, dans l'autre il en a produit 5. Bon. Pour le dire autrement, un lingot de fer miné avec une pioche en bois, on suppose à une certaine époque, dans une certaine société,
un certain niveau de développement des forces productives, ce lingot de fer aura une valeur d'échange de 1 heure. Avec une pioche en diamant, donc avec un niveau de développement des forces productives bien supérieur, le lingot unitaire n'aura plus qu'une valeur d'échange d'un 1/5 d'heure. Ça appelle une remarque. C'est que on soupçonne déjà. Alors, je m'avance beaucoup par rapport à ce que dit Marx, parce que je vais déjà parler de réalisation de la valeur, ce qui n'est pas du tout l'objet du capital. Mais il me semble que ça donne un peu un éclairage, et puis ça attise la curiosité sur ce qui va venir après. On soupçonne que dans une société qui ne mine qu'avec des pioches en bois, on va produire assez peu de lingots. Tandis qu'avec des pioches en diamant, on va en produire beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le gars qui veut vendre ses lingots, donc qui veut réaliser leur valeur d'échange sur le marché. La vente, c'est ça, c'est la réalisation de la valeur d'échange. Dans une société avec des forces productives peu développées, il devra vendre que quelques lingots, et il devra en vendre beaucoup plus pour réaliser la même valeur d'échange dans une société où les forces productives sont plus développées. Bref, nous arrivons donc à ce qui est les deux notions qu'il faut retenir, je pense, à l'issue de cet extrait. C'est travail concret et travail abstrait. Le travail concret, c'est le travail qui produit les valeurs d'usage. Le travail abstrait, c'est le travail qui produit les valeurs d'échange. Et on vient de voir que une variation dans le travail concret, donc par exemple un meilleur développement des forces productives, n'entraîne pas les mêmes effets, voire entraîne un effet contraire sur le travail abstrait. Avec l'échange d'un travail concret plus productif, le travail abstrait, lui, pour se réaliser en tant que valeur d'échange, il est confronté au besoin de vendre un gros tas de lingots, et il constate que la valeur unitaire du lingot a baissé. Voilà. Donc, c'est à peu près ce qui conclut cet extrait. Voilà, juste souligner que de la même manière que la marchandise a un double caractère, valeur d'usage et valeur d'échange, le travail, donc l'activité qui produit la marchandise, a aussi un double caractère concret et abstrait. Et que ces deux peuvent peut-être, on commence à s'en douter, entrer en contradiction. Et donc la dernière phrase, la substance de la valeur et la grandeur de valeur sont maintenant déterminées. Reste à analyser la forme de la valeur. Alors, remarque pour la prochaine séance. Le passage sur la forme de la valeur est relativement long, en tout cas plus long que les passages qu'on a traités jusque-là. Il est quand même assez technique. Donc, pour le prochain épisode, de toute façon, je vais le redire sur les réseaux sociaux, évidemment. Mais pour le prochain épisode, je vous conseille de lire tout le passage sur la forme de la valeur, mais de garder à l'esprit qu'on va probablement n'en traiter qu'une seule partie pendant le stream. Voilà. Sur ce, je vous invite à rejoindre le Discord pour poser vos questions, pour discuter, etc. Voilà, le chat, j'espère que la lecture était à peu près correcte, que mes commentaires vous ont été à peu près utiles, et je vous dis à tout de suite. Là, est-ce que vous m'entendez, messieurs, dames? Est-ce que vous êtes là? 1, 2, 1, 2.
Oui, très bien, le chat. Allez, le chat, on aime ça. C'est parti, on va se connecter sur Discord. N'hésitez pas hein, à rejoindre le live Twitch. Pour l'instant, nous sommes 3 à ce que je vois, mais venez, hein, c'est ouvert, ça va être sympa. Allez, à tout de suite. Allô, allô. Est-ce que vous m'entendez sur Discord? Bon, moi je ne vous entends pas. Faut se connecter. Ah, il m'entend. Incroyable. Oui, il m'entend, mais imbécile que je suis. J'avais pas branché mon casque. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que sur le stream, vous entendez le Discord? Alors moi j'ai coupé parce que sinon j'ai l'écho. Mais oui, j'entends. Oui, moi aussi. Ok, bon bah incroyable. Ça marche. Merveilleux. Bon, comment ça va les loulous? Ça va, j'ai mal au ventre, mais pas pour le podcast. Bah on est ravis de l'apprendre. Ok, est-ce que vous avez des remarques, des questions sur ce qu'on vient de lire? Moi j'aimerais bien que tu refasses un moment l'exemple que tu as fait sur Steve à la fin, sur pour parler de la réalisation de la valeur. Alors, Parce que je suis pas sûr d'avoir tout fiché. alors. Bon, c'est un exemple, enfin c'est théorique, et ça va, comme je le disais, ça va au-delà de ce que dit Marx dans le texte, donc c'est pas forcément pertinent, hein. Moi, je veux pas trop m'avancer, mais on est donc dans deux cas de société où le niveau de développement des forces productives n'est pas le même. Dans un premier cas, en euh, une heure de, une heure de temps de travail humain produit un lingot. Dans le second, une heure de temps de travail humain produit 5 lingots. Ce qui veut dire que à temps de travail humain constant, mettons que dans les deux cas, on travaille chacun une heure par jour, ce qui serait vachement chouette. Dans la première société, pour réaliser une valeur d'échange de 1 heure, il faut vendre un lingot. Dans le second cas, pour réaliser la même valeur d'échange de 1 heure, il faut vendre 5 lingots. Est-ce que c'est... Oui, c'est... oui, non, mais Ouais. jusque-là, ok. Je comprenais pas quand tu as mis en rapport les deux sociétés différentes. C'est-à-dire, quand tu as mis en rapport les forces productives différentes entre une société et l'autre. Et en fait, si celui avec la piole en bois se retrouve dans la société des pioles en diamant, en fait, il doit vendre beaucoup plus de lingots, t'as dit. Ou alors j'ai mal entendu. Bah, le mec qui a sa pioche en bois, en tout état de cause, il va pas se retrouver téléporté dans une société où il y a des pioches en diamant, on raisonne à niveau de développement moyen dans une société donnée, Voilà, si tu veux. c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que s'il Oui. se retrouve dans une société de pioles en diamant, on va considérer que le travail moyen, socialement utile, moyen, ça serait celui de la piole en diamant. Oui, Voilà, voilà. c'est bien. Et, et donc, et là, pour le coup, ça nous ramène à l'épisode précédent. À la notion, effectivement, de travail, de temps de travail socialement nécessaire. Voilà. Où on avait souligné que c'était un raisonnement moyen, hein. La valeur, en fait, effectivement, elle est mesurée par le temps. Enfin, le temps donne la valeur de travail. C'est que dans une situation où les forces productives sont comparables. C'est-à-dire où on a réussi à établir un temps moyen socialement utile, quoi. Alors, si tu te souviens dans l'épisode précédent, Marx donnait l'exemple de l'introduction de la machine à vapeur en Angleterre. Ouais. Comme quoi, ça avait mis sur le carreau, oui, de ce qu'on sait, hein, ça avait mis sur le carreau les gens qui utilisaient des métiers à tisser manuels. Ce qui veut dire qu'effectivement, euh, tout le travail qui est dépensé au-delà du temps de travail socialement nécessaire, c'est du travail perdu. Ok. Voilà. Ce qui veut dire que
Là, si tu dois mettre un mec qui a une pioche en bois en concurrence face à un mec qui a une pioche en diamant, mais bon, enfin là, on parle déjà de concurrence, on s'avance énormément, hein. Mais bon, enfin oui, on peut suivre le raisonnement. Si on met le gars avec une pioche en bois face au gars avec une pioche en diamant, euh, en gros, le gars qui a une pioche en bois aura perdu 80% de son temps. Voilà. Oui, non, c'est ça. Mais c'est-à-dire que si là je me suis paumé dans l'analogie que tu as fait, c'est-à-dire si on n'établit pas à chaque fois en fait quel est le temps socialement utile reconnu, en fait là en regardant le graphique, tu vas te dire que celui avec la pioche en bois, en fait son lot de fer, il a plus de valeur que les 5 de l'autre parce qu'il met beaucoup plus de temps à le faire. Et en fait, il faut toujours tenir en compte dans quelle situation, dans quel environnement, enfin parmi quelles forces productives se développe la production des deux, quoi. C'est ça ce que je voulais dire. Oui, ok. Ouais, mais pour moi, c'est plutôt clair. Est-ce que pour Anne, c'est clair? Est-ce que pour le chat, c'est clair? Oui, c'est plus ou moins clair pour moi. Après que je me suis coincée tout l'après-midi sur cette notion, après je suis très contente de voir la comparaison avec le monde de Minecraft. Donc maintenant, je suis plus en train d'imaginer le monde du travail en Minecraft. Bon, Surtout que le moment où j'arrive sur Minecraft et que je suis morte, je me retrouve avec une pioche en bois. Pour le nombre de fois que j'ai perdu l'avion que Thibaut a mis plusieurs heures à construire pour moi. ouais, je pense que c'était effectivement assez essentiel de raconter cette histoire parce que si on n'a pas le contexte, c'est sûr, on comprend rien au capital sans Minecraft. Ça, mais en tout cas, merci d'avoir lu le texte en avance et Bon, fait tes j'ai devoirs. oublié sur un truc par contre, et c'est dans la dernière phrase de ce chapitre où ils disent que. Attends, où est-ce qu'on est là? Alors là, je Dans suis. la dernière phrase, il avait dit, bah, du coup, on l'a vu, la valeur, la substance de la valeur et la grandeur de la valeur. Et là, dans ma tête, je sais qu'est-ce que c'est la substance de la valeur, sauf que la grandeur de la valeur, à aucun moment dans le texte, pour moi, il en a parlé. Bah si. Enfin, dans celui-là, je sais plus, mais dans l'épisode précédent, si. La grandeur de la valeur. Tu te souviens, on avait dit que dans l'échange, on constate que la qualité des marchandises s'efface, elles perdent leur corps pour ne garder que leur âme, qui est la valeur d'échange. Donc en perdant leur qualité, elles ne peuvent s'échanger que en fonction d'un critère quantitatif. Oui, Donc si c'est le temps de travail utile. voilà. Je t'entends plus. Oui, c'est ça. Comment ça, tu m'entends plus? Non, c'est bon, je t'entends. D'accord, merveilleux. Donc oui, voilà, la grandeur de la valeur, c'est la quantité de temps de travail socialement nécessaire. Voilà, voilà. Et la substance, c'est le travail en elle-même. La substance, c'est le travail abstrait, qu'on a distingué du travail concret. De la même manière qu'on a distingué valeur d'usage et valeur d'échange. Et cette distinction est nécessaire parce qu'on voit que travail abstrait et travail concret peuvent se comporter de manière radicalement différente. Non, mais très bien, tes exemples. Je suis très contente d'avoir venu à cette live. Bon, bah ça fait Permet de plaisir. concrétiser Moi, des idées en. j'ai une autre question qui est peut-être conne. Ouais. Tu penses, c'est vraiment une question ouverte, hein, mais tu penses pas que la définition qu'il donne du travail de abstraction en général, c'est pas plus facile à conceptualiser en disant que c'est une approximation du travail, c'est-à-dire en se dégageant de toutes les caractéristiques, les valeurs des travaux utiles, de la production en soi, on se résume en fait au travail humain en tant que tel, on le cristallise, c'est pas plutôt une approximation qu'une abstraction. Euh, Pour moi que c'est plus facile. Moi, tel que je l'entends, approximation, c'est une manière de se rapprocher d'eux. Tu vois. Euh, Or, l'abstraction, pour moi, elle t'éloigne plus qu'elle te rapproche. Tu vois.
Puisque la chose, c'est la chose en totalité. Le travail, voilà, c'est la totalité du travail, du travail concret, avec tous ces aspects objectifs. Quand est-ce qu'il a... Du tout, c'est le seul remarque que tu avais fait que moi, j'ai pas du tout retenu après ma lecture. alors, est-ce qu'il emploie l'expression de travail abstrait? Parce que j'ai retenu le travail utile, mais pas le travail abstrait et le travail concret. Là, Ah bah c'est juste là. voilà. Voilà. De l'autre côté, tout travail et dépense de la force humaine sous telle ou telle forme productive déterminée par un but particulier, et à ce titre de travail concret et utile, il produit des valeurs d'usage ou utilité. Oui, donc abstrait au final c'est un terme qui est introduit par toi. Non. il Dans la... pas dans cette section-là. Si, il l'utilise là. De même que la marchandise doit avant tout être une utilité pour être une valeur, de même le travail doit être avant tout utile pour être censé dépense de force humaine, travail humain dans le sens abstrait du mot. Bon sang de bonsoir. Alors attendez, moi, je vous écoute. Hein. Vous faites une sur le fait. D'accord, merci pour cette Super, tip top. Bien, Anne, est-ce que tu as d'autres questions, d'autres remarques? Bah du coup moi je comprends pas. Tu comprends pas Cette, quoi? dans le sens abstrait du mot. Je ne vois pas le chemin de pensée qui mène vers l'abstraction du travail humain. Alors, c'est vrai que objectivement, c'est pas facile de le visualiser. Jusqu'à là, j'ai compris que tout travail humain, il y a deux dimensions, dont la dimension physique où tu dépenses ton énergie, et puis la dimension utile d'usage, justement, où tu produis quelque chose qui répond à un but spécifique. Ouais. Mais où est-ce que ça devient abstrait, en fait, ce travail? Alors, bon, déjà, on est parti de valeur d'usage, valeur d'échange. On est d'accord. On avait constaté que la valeur d'échange, elle n'a rien à voir avec les propriétés sensibles des marchandises. Donc la valeur d'échange, c'est une abstraction. La valeur d'échange est une abstraction. Si tu veux te l'imaginer, Marx a un mot qui est plutôt pas mal, je trouve. Il dit que la valeur d'usage, c'est le corps de la marchandise. Donc pour filer la métaphore, on peut dire que la valeur d'échange, c'est son âme. Tu vois. Voilà, ce qui veut dire que, je sais pas, pour les gens qui croient à l'immortalité de l'âme, ton corps il est mort, mais il y a encore ton âme. Alors on peut pas la sentir, elle est impalpable, intangible, tout ce que tu veux, mais elle existe quand même. Le travail qui est lié aux valeurs d'échange, c'est un travail abstrait. Voilà, le travail productif de valeur d'échange, c'est le travail abstrait. Voilà. C'est une poursuite du raisonnement qui est appliqué à la marchandise, mais au travail, en fait. Mais alors, dans cet objet, il y a toujours deux types de travail qui est abstrait et qui est concret? Alors, ce que dit Marx, c'est que c'est pas, il n'y a pas deux travaux différents. Il résulte de ce qui précède que s'il n'y a pas à proprement parler deux sortes de travail dans la marchandise, cependant, le même travail y est opposé à lui-même. Donc je veux dire, l'activité productive, elle reste une, si tu veux. Par contre, sous un différent rapport, comme travail abstrait ou travail concret, ça va pas du tout avoir les mêmes conséquences. Voilà. Selon l'angle dans lequel tu regardes, c'est ça. Et comme le travail, ça peut être plus ou moins concret ou plus ou moins abstrait. C'est pas plus ou moins concret ou plus ou moins abstrait, c'est que y a un domaine qui est le domaine de l'histoire, on va dire, qui est
bah, l'histoire, je sais pas, par exemple l'histoire des techniques, l'histoire de ce qui fait qu'on produit des valeurs d'usage, comment on les produit, etc. Et le deuxième angle, c'est l'angle économique. Donc là où règne la valeur d'échange. Mais ces deux-là coexistent, en fait. Tu vois, je sais pas si est-ce que c'est plus clair. Oui. Bon, bah, très bien, tu m'envoies ravi. Le chat, est-ce que vous avez des questions, des remarques, si vous voulez intervenir sur le Discord, encore une fois, n'hésitez pas. Oui, le chat propose d'avoir des types viewers sur streamboo.com. Ouais, bah merci streamboo.com, mais vraiment non merci, mes viewers ne sont pas cheap. Euh, Moi, si tu me laisses 5 minutes, j'ai encore une question, mais dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Très Je bien. vous dirai pas pourquoi. Très bien, très bien. Non, mais ouais, vas-y, prends ton temps, hein. Pas de soucis. Ben, sinon, Pour pour tenter ajouter. le cliché italien, c'est de la faute de la mozzarella di bufala. Voilà. Et je rigole pas. Oh là là. Très bien. Vous savez que ça va finir sur YouTube, hein, quand même. Ben, je sais, tu vas couper Tant cette mieux, partie. tant mieux, tant mieux. Bah, je vais certainement Non, pas mais il y a couper un ça, avis non? total. Ah bah, pour moi, c'est clairement ce sera le highlight du stream, ouais. La mozzarella di bufala. Bon, bon. Je Ben, vois. sinon, pour Oui, vas-y. occuper le stream, moi j'ai trouvé un note de page qui est vachement intéressant et qui pourrait être le début du manifeste qui est lié justement à la dernière phrase qu'on lu sur le son abstrait sur le mot. Je sais pas si c'est disponible sur ton site en ligne, mais dans le bouquin en tout cas, la citation de Smith. Ah! Alors oui, c'est vrai que effectivement, moi, dans la lecture, j'ai pas du tout lu les notes de bas de page. C'est une note de bas de page à laquelle tu fais référence? Oui, Ouais. c'est ça. Ok. Je vais la trouver. Donne-moi 2 secondes. 2 secondes, 2 secondes. Boum, boum, boum. Double caractère du travail présenté par la marchandise. Euh, Adam Smith. C'est la note de bas de page qui commence par pour démontrer que le travail est la seule mesure réelle. Ouais. Exact. Ok. Tu pourrais commencer même pas. Les quantités de travail doivent nécessairement. etc. Non, mais je vais mettre ça. Est-ce que je peux coller ça dans le chat? Non, c'est limite de 500 caractères. Sapristi. Eh bien, dans ce cas, je vais trouver une Oui, solution. le chat est là. Je vais trouver une solution. Limite. Ah, attends, tu vas voir, ça va être incroyable. Bon, alors, par contre, oui, c'est un réglage technique de dernière minute. C'est pas forcément agréable pour les spectateurs. Je m'en excuse. Boum. Oh, c'est tout noir. Ouais, pardon. Oupsie. Alors. Ça, voilà. Là, normalement, vous devez voir le texte. Oui, un peu petit. Je dois zoomer. Je vais zoomer alors. Hop. Hop. Voilà. Là, on voit bien. Incroyable. Donc, que nous dit Smith? Alors déjà, oui, petite remarque. Qui est Adam Smith? Adam Je Smith. sais pas. Alors, Adam Smith, l'un des grands économistes classiques au sens de l'économie politique bourgeoise jusqu'à Marx en fait. On peut aussi citer Ricardo, sur lequel Marx s'appuie beaucoup. Smith a écrit notamment un bouquin que les libéraux
auquel les libéraux adorent faire référence, mais qu'ils aiment beaucoup moins lire, qui s'appelle La richesse des nations. Et bref, c'est un économiste extrêmement important que personnellement je n'ai pas lu non plus, mais je m'en fous parce que je suis pas libéral. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le brave Adam Smith? Il nous dit, pour démontrer que le travail est la seule mesure réelle et définitive qui puisse servir dans tous les temps et dans tous les lieux à apprécier et à comparer la valeur de toutes les marchandises, Adam Smith dit: des quantités égales de travail doivent nécessairement, dans tous les temps et dans tous les lieux, être d'une valeur égale pour celui qui travaille. Dans son état habituel de santé, de force et d'activité, et d'après le degré ordinaire d'habileté ou de dextérité qu'il peut avoir, il faut toujours qu'il donne la même portion de son repos, de sa liberté, de son bonheur. Wealth of Nations, blablabla, donc la richesse des nations. D'un côté, Smith confond ici, ce qu'il ne fait pas toujours, la détermination de la valeur de la marchandise par le quantum de travail dépensé dans sa production, avec la détermination de sa valeur par la valeur du travail, et cherche, par conséquent, à prouver que d'égales quantités de travail ont toujours la même valeur. D'un autre côté, il pressent, il est vrai, que tout travail n'est qu'une dépense de force humaine de travail, en tant qu'il se représente dans la valeur de la marchandise, mais il comprend cette dépense exclusivement comme abnégation, comme sacrifice de repos, de liberté et de bonheur, et non en même temps comme affirmation normale de la vie. Il est vrai aussi qu'il a en vue le travailleur salarié moderne. Un des prédécesseurs de Adam Smith, cité déjà par nous, dit avec beaucoup plus de justesse: un homme s'est occupé pendant une semaine à fournir une chose nécessaire à la vie, et celui qui lui en donne une autre en échange ne peut pas mieux estimer ce qui en est l'équivalent qu'en calculant ce que lui a coûté exactement le même travail et le même temps. Ce n'est en effet que l'échange du travail d'un homme dans une chose durant un certain temps contre le travail d'un autre homme dans une autre chose durant le même temps. Et some thoughts on the interest of bla bla bla. C'est très intéressant la distinction qu'il fait entre quantum de travail dépensé dans sa production et détermination de sa valeur par la valeur du travail. C'est pas mal parce que ça me permet de faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur la formation. Si on suit notre logique, la valeur, c'est la quantité de temps de travail social qu'il a été nécessaire d'accomplir pour produire la marchandise. Bon. Donc, la valeur du travail, c'est la quantité de travail qu'il a fallu pour produire une force de travail qualifiée. Enfin voilà, le temps de formation, le temps de qualification, si on veut. Et donc il ne faut effectivement pas confondre avec le quantum de travail, c'est-à-dire la simple mesure de temps de travail nécessaire dans la production d'une marchandise. Voilà. Est-ce que c'est... Ouais, dis-moi. C'est marrant que ta première réflexe, c'est de l'associer avec le libéralisme. Bah non, mais... Enfin... Oui, en fait, parce que Smith, ce que les libéraux retiennent, quand ils ne retiennent que ça, le premier truc qu'ils retiennent, c'est une idée de Smith qui est la main invisible du marché. Voilà, comme quoi, sur le marché, chaque acteur poursuit son intérêt individuel égoïste et qu'il y a une espèce de force un peu surnaturelle, voilà, la main invisible, qui fait que bien que chacun poursuive son intérêt égoïste, au final, il en résulte la maximisation de l'harmonie pour tout le monde. Voilà. Je suis d'ailleurs même pas sûr que Smith emploie textuellement l'expression de main invisible. Enfin, en tout cas, les libéraux adorent parler de ce truc pour dire c'est Smith qui l'a écrit, alors c'est que c'est sûrement vrai. Bon, bref, mais enfin là, on s'éloigne du sujet. Oui, si j'y vois dans ce passage-là un autre différence fondamentale entre Smith et Marx, quand il dit qu'il voit quand même, il se représente la dépense de force humaine de travail comme une abnégation. Ouais. Et non pas comme une affirmation normale de la vie. En fait, ça, c'est un peu un carrefour de pensée, parce que si c'est une abnégation, ça en découle que dans la pensée humaine, en fait,
bonheur humain, c'est de se libérer du travail, de déléguer le travail en fait, plutôt que voir sa propre réalisation dans le travail même. Oui, Ça, c'est un des points de division majeure en fait entre la pensée libérale et Marx, en gros. tout à fait. Tout à À fait. savoir si ça peut être abordé comme ça, mais je pense que ça, c'est assez important. En fait. Oui, bah là, enfin, c'est la question de la place qu'occupe le travail dans la conception marxiste de l'homme, quoi. Euh, il y aurait des trucs à aller chercher du côté de Lukács. Je crois qu'on peut aussi trouver des choses intéressantes dans les thèses sur Feuerbach, qui est un très court texte de Marx qu'on pourrait peut-être aborder une prochaine fois. Mais oui, effectivement, enfin, pour, de ce que j'en comprends en tout cas, pour l'anthropologie de Marx et de ses continuateurs, euh, le travail, c'est ce qui fait l'homme. Voilà. Ouais, voilà. Ouais. Ce qui porte à ma question chiante. Vas-y. Quand tu as synthétisé la première partie de lecture, tu as utilisé la phrase le travail est le médiateur entre l'homme et la nature. Oui. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour que tu as omis du texte que le travail est le médiateur des échanges organiques entre la nature et l'homme? Je trouve pas que la définition que tu as donnée toi, ça met une contradiction forte entre l'homme et la nature. C'est un peu pas. Alors, donne-moi 2 secondes, je reviens sur le passage en question. Ouais. Tac, 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 tac. Donc moi j'ai écrit le travail médiateur des échanges entre la nature et l'homme. Et dans le texte, c'est le médiateur entre des échanges organiques entre la nature et l'homme. Pourquoi tu as voulu couper organique? C'est vraiment une question, j'ai pas de réponse. Pourquoi j'ai voulu le couper? Parce que ça aurait supposé d'expliquer pourquoi ces échanges sont organiques. Voilà. Simplement parce que j'avais pas trop envie de me casser le bonnet. Alors oui, c'est sûr que ça perd en exactitude, mais Plutôt, ça crée un peu un contraste, je trouve, entre notion d'homme et notion de nature. Enfin, quand tu parles ok. d'échange organique, ça rentre un peu plus dans l'échange constant, en fait, matériel, en fait, accompagne la nature, comme l'homme étant en effet issu de la nature. C'est-à-dire ça réunit les deux concepts, tu vois. Oui. Oui, non, Le travail comme médiateur, c'est comme si c'était un arbitre entre l'homme et la nature, et supposer que l'homme, en fait, est détaché de la nature en tant que tel, tu vois. Oui, bah écoute, je suis tout à fait d'accord. Je n'ai rien à ajouter à ta remarque. Effectivement, c'est important de souligner que, oui, que chez Marx, l'homme reste un prolongement de la nature. Oui. Et Darwin. Oui, bon, alors pour la peine, au prochain épisode, au prochain épisode, tu nous feras un exposé sur Patrick Thor. Ah, si tu veux. Hein. Mais moi, franchement, j'adore cette partie là qu'on est en train de faire parce qu'il y a plein de trucs où ils auraient pu coucher ensemble, Darwin et Marx, en fait. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, j'indique que Marx voulait à la base dédier le Capital à Darwin. Ah ouais. Ah, ouais, ça serait... Même si Darwin, il disait que Marx n'avait pas compris. Il n'avait pas compris son œuvre. Ah oui. Ouais. Ah, c'est Parce qu'il emmerdant a ça. dit que Marx avait résumé les passages les plus naturalistes. Hein. Il les avait résumés plus à la lutte de classe qu'à le rôle effectif de l'homme dans la nature. Il a fait un court-circuit direct à la lutte de classe, ce qui a du sens. Hein. Mais en fait, il a bypassé tout le côté d'où Darwin explique en fait le vrai rôle de l'homme en tant qu'issu de la nature, en tant que représentant de la nature à plein titre, en fait. Et d'ailleurs, Marx le dit aussi, juste après, la phrase après, il dit, tu vois, l'homme ne peut point procéder autrement que la nature elle-même. En fait, c'est-à-dire, Hmm. la seule espèce qu'on connaît qui reproduit la nature et va en contradiction avec elle tout en étant la même chose. En fait, il n'y a pas une distinction nette entre les deux. Et à mon avis, ça, c'est vraiment le point de contact le plus important entre les deux. C'est vraiment la réaffirmation de l'homme, pas comme tu vois, cette entité transcendante qui agit sur la nature, mais comme en fait quelque chose de transformateur de la nature tout en Hmm. étant partie de cette chose-là. Ok. Bon,
Moi, ça me va tout à fait. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse un épisode hors série sur l'homme, darwinisme et marxisme, l'homme, le travail, la nature, l'histoire. Voilà. Voilà, et on invite Patrick Thor. On invite Patrick Thor, on invite Dominique Pagani, on invite Guillaume Suin aussi. On Euh, peut offrir, on peut offrir un milliard de blancs en compensation. carrément. Mais ouais, non, oui, ça peut faire l'objet d'un hors-série très très intéressant. Voilà. Le chat, est-ce que vous avez des trucs à dire? Toujours rien? Vous êtes très calme. Hein. Bon. Il a quelque chose à demander. Qui ça? Qui ça? Kirabid. Ah oui, Rookie Rabbit. Monsieur C'est bon, on va pas balancer son identité quand même. On est, on est dans un lieu de confidentialité. Qui ça ramène au rouquin? Ouais, c'est ça. C'est pas quelqu'un de très grand. Ouais, c'est peut-être ça. Bon, ben, moi, il me semble que qu'on est à peu près bon. Très beau travail, hein. Bravo. Ben, Sympa. et ben, merci à vous. Et puis, ben, on se retrouve dimanche prochain, même heure. Je, je poste très prochainement le texte qu'il faudra lire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.